Bonjour Lé, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Lé, tu es cofondateur de Calicarpa, pardon, une boîte de cybersécurité. Tu es président de l'association Tournesol, on va y revenir tout à l'heure. Et tu es aussi le créateur et l'animateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Science for All. Vraiment que j'incite tout le monde à aller voir parce que c'est passionnant et en gros, tu fais de la démocratisation scientifique, enfin, tu parles de questions scientifiques au plus grand nombre. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que ta dernière vidéo, elle portait sur ChatGPT. Donc, je pense que maintenant, tout le monde a à peu près compris ce que c'était que ce truc. Et voir tout le monde a testé ChatGPT, c'est en gros, c'est un agent conversationnel, c'est-à-dire qu'en gros, on lui rentre on peut lui poser des questions et puis il répond en te tutoyant. Et justement, ma première question, c'est dans ta vidéo, tu dis ChatGPT, c'est pas une révolution. C'est pas une révolution scientifique, c'est pas une révolution technologique. Alors même que pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, quand on voit les prouesses que c'est, notamment quand il te répond, on aurait tendance à dire bah, que si c'est une prouesse technologique, enfin, il y a une rupture technologique par rapport à ce à quoi on était habitué comme interface. Pourquoi, d'après toi, c'est pas une révolution? Disons que ça s'inscrit dans un progrès dans ce domaine qui croît de façon assez exponentielle d'une certaine manière. Par exemple, si on regarde des caractéristiques comme la taille des modèles, la consommation énergétique de ces algorithmes de langage, tout ça suit des courbes assez exponentielles. Et donc, c'est un peu comme avec le Covid, quoi, la courbe exponentielle fait que pendant longtemps, on ne perçoit rien. Et puis tout à coup, on se dit, oulala, tout à coup, ça a augmenté. Et je pense qu'il y a plusieurs erreurs à faire. Enfin, le fait que ça ne soit pas une rupture, ça serait un peu une erreur. Enfin, c'est une erreur de penser qu'il y a une rupture parce que ça donnerait l'impression par exemple, OpenAI a le monopole de ce genre de technologie. C'est absolument pas le cas. Euh, Google a déjà développé des trucs sans doute comparables, mais qu'ils n'ont pas lancés au grand public. Et puis surtout, ce progrès, enfin, on sent que ça continue, quoi. Donc, il faut s'attendre à ce que dans les années à venir, ce genre d'outil se démocratise dans le sens où il coûte de moins en moins cher et soit accessible à de plus en plus d'acteurs. Donc, Est-ce que rapidement, tu peux expliquer en quoi ça consiste, en gros, ChatGPT, de ton point de vue? Je rappelle, je ne l'ai pas dit au début, mais à la base, tu es, quand même ingénieur, donc tu sais à peu près comment ça marche, les algorithmes. ouais, je suis même chercheur dans le domaine, donc c'est un domaine que je connais assez bien. En gros, l'idée vraiment de ces algorithmes, c'est d'imiter des textes, des quantités énormes de textes qui sont ce qu'on appelle leurs données d'entraînement. Donc, ce qui va se passer en pratique, c'est qu'il faut énormément de données. Et du coup, ces entreprises qui développent ces modèles vont souvent télécharger beaucoup de données du web parce que c'est là qu'il y a le plus de textes. Et en particulier de réseaux sociaux, parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de textes faciles d'accès. Et donc ensuite, ces algorithmes sont entraînés à juste imiter la manière dont les gens parlent sur ces réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que si sur les réseaux sociaux, les gens tiennent des discours de haine, par exemple, cet algorithme va imiter ces textes et risque de générer lui-même des discours de haine. Donc ça, c'est le principe de base de ces algorithmes, qui est notamment GPT-3 est pas mal sur ce modèle. Et ensuite, pour ChatGPT, il y a eu une phase ensuite qu'on pourrait appeler une phase d'éducation, de fine-tuning dans le jargon, où l'idée, c'est d'avoir des espèces de correcteurs humains qui vont dire ah bah ça, faut pas le dire, ou faut pas le dire comme ça, ou faut corriger les fautes d'orthographe, par exemple. Et ça, c'est plutôt bien à dire. Donc, ChatGPT reçoit des feedbacks humains sur la qualité du texte à générer ou le genre de texte qu'il doit générer. Et ChatGPT va se modifier pour ensuite produire davantage des textes de ce genre. Mais ça, du coup, tu dis il y a des humains, en gros, qui interviennent. C'est quoi? C'est une communauté, en gros, comme pour Wikipédia, ou c'est les ingénieurs de la boîte de base qui s'appelle OpenAI? Alors malheureusement, c'est très opaque, donc je n'ai pas de réponse claire. Alors ce qu'on sait, qui a été révélé par des journalistes du Time, c'est que une grosse partie de ce travail a été fait par des travailleurs très sous-payés au Kenya, et souvent avec quelque chose qui est de l'ordre de la torture psychologique, puisque les textes qu'on leur demande de juger
sont des textes qui sont très indésirables. Enfin, on va vraiment leur demander d'identifier les textes qu'il ne faut absolument pas répliquer. Et parmi ces textes-là, il y a il y a des discours de haine, mais il y a aussi des récits de choses absolument horribles, de meurtres, de pédophilie ou autres. Donc, on sait que c'est une partie, mais je suspecte personnellement qu'il y a beaucoup plus que ça, que littéralement, il y a eu des millions de dollars qui ont été investis dans la collecte de ce genre de feedback humain. Et potentiellement, ça peut impliquer toutes sortes de personnes, mais voilà, il faut imaginer que c'est une entreprise privée avec un business, un modèle d'affaires, et qu'ils veulent minimiser les coûts en maximisant la collecte de données, et que du coup, voilà, et on peut imaginer toutes sortes de stratégies qu'ils auraient pu mettre en place à partir de là. Alors, tout à l'heure, tu as parlé, tu as dit que d'autres entreprises ont développé des logiciels similaires. Tu as parlé notamment de Google avec Lambda. Quand Google n'a pas mis, genre au grand public, n'a pas donné l'utilisation au grand public de son outil, d'après toi, le fait de le mettre au grand public, enfin, d'après moi plutôt, le fait de le mettre au grand public, c'est quand même ça qui a créé une rupture. Parce que, tout d'un coup, moi qui ne savais pas que ça existait, qui ne savais pas que Google était en train de le développer, tout d'un coup, j'ai accès à un truc que je trouve absolument extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Et genre, on imagine toutes les conséquences que ça peut avoir. Et toi, justement, tu dis dans ta vidéo, le principal problème de ChatGPT, c'est que ça va avoir un impact énorme sur la cybercriminalité. Comment tu lis les deux? Ouais, donc il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on développe des nouvelles technologies, elles vont avoir un impact en fonction de qui l'utilise. Voilà, si on fait une technologie qui est utilisée que par des acteurs malveillants, c'est une technologie qui risque en fait d'aggraver la situation en société et de créer des vulnérabilités. Or, malheureusement, dans le domaine du numérique, on se rend compte qu'une grosse partie des investissements est en fait pour le cybercrime. C'est-à-dire que le cybercrime, ça représente en fait en termes de chiffre d'affaires 4 fois Google plus Apple plus Facebook plus Amazon plus Microsoft. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Et beaucoup des tâches des cybercriminels pour typiquement récolter des données, pour typiquement arnaquer des gens en ligne, récupérer des mots de passe, se faire passer pour un tel, voilà, créer toutes sortes de chaos, demander, faire du ransomware, c'est-à-dire paralyser des systèmes informatiques des entreprises et demander des rançons énormes pour ensuite rétablir leur système. Toutes ces attaques utilisent beaucoup des techniques à base de langage, de communication, voire de code malveillant. Toutes ces choses qui sont maintenant beaucoup plus accessibles pour beaucoup de gens via les algorithmes comme ChatGPT. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y a tout un business aujourd'hui de la cybercriminalité. Il y a des choses, vraiment des attaques as a service, c'est-à-dire que certains cybercriminels sont spécialisés dans la production d'outils d'attaque et d'autres personnes vont racheter ces outils pour ensuite lancer l'attaque à quelqu'un d'autre envers une cible précise. Et on peut largement imaginer que des outils comme ChatGPT, soit ChatGPT lui-même, mais peut-être plus probablement encore des choses qui seront redéveloppées à côté, inspirées de ChatGPT, vont être utilisées massivement pour mener ce genre d'attaque. Mais les cybercriminels, ils n'avaient pas eu vent de ce qui se passait, par exemple, chez Google avec Lambda. Enfin, pourquoi est-ce que les cybercriminels, ils auraient attendu ChatGPT, en gros, pour utiliser ce genre d'outils à des fins malveillantes? Ouais, donc c'est une question d'investissement, quoi. Donc plus on met d'argent, faut se rendre compte aussi que ces algorithmes, en gros, c'est pas mal une question d'argent parce qu'il faut, ça consomme énormément d'électricité, il faut vraiment des supercalculateurs et pour pouvoir produire ces modèles. Et donc, plus il y a d'investissement dessus, plus ces outils sont performants. Et donc, jusque-là, ils n'étaient pas encore suffisamment spectaculaires pour justifier des investissements massifs de la part des cybercriminels dans ces genres de technologies. Mais avec ChatGPT, je pense qu'on a vraiment ouvert une porte de Pandore en montrant tout ce dont est capable ces technologies. Et là, il faut vraiment s'attendre très clairement à des investissements beaucoup plus grands que précédemment et du coup, un développement précipité et accéléré de technologies encore plus dangereuses. Je rappelle une chose, c'est que OpenAI, qui est la boîte en fait qui a derrière ChatGPT, à la base a été cofondée et du coup abondée en millions de dollars par entre autres Peter Thiel, qui était à l'origine de PayPal et qui est un libertarien qui commence à devenir presque un homme politique bien d'extrême droite aux États-Unis, voire dans le monde. Et il y avait notamment aussi un certain Elon Musk
a été écarté plus ou moins de OpenAI. Mais voilà, donc c'est-à-dire que c'est toujours en fait les mêmes acteurs parce que globalement, comme tu l'as dit, pour faire ce type d'investissement colossaux à la base, tout le monde ne peut pas, enfin toutes les boîtes et toutes les personnalités autour du monde ne peuvent pas mettre l'argent. Euh, tu as dans ta vidéo, tu dis il y a une urgence, c'est pas réfléchir à comment est-ce qu'on va utiliser à bon escient ChatGPT, etc., mais c'est de réguler. C'est-à-dire, et tu dis, tu appelles même les hommes et les femmes politiques à se pencher, et les États en gros, à se pencher très sérieusement sur la question pour en gros, mettre fin en fait à cette impunité, à cette possibilité, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, exponentielle de ce type d'outils. Qu'est-ce que tu entends par là en fait? Ça veut dire quoi réguler? Comment on régule ChatGPT? Parce que hier j'étais sur C'est ce soir, sur France 5, en gros, les différents interlocuteurs étaient tous d'accord pour dire en fait ça existe et il vaut mieux essayer de vivre avec ce genre d'outils parce qu'on n'a pas le choix, en fait, que de vivre avec. Ouais, donc il y a pas mal d'aspects sur la régulation. Il y a déjà pas mal de projets en cours, notamment à l'échelle européenne, donc le Digital Services Act, le Digital Market Act, le AI Act, le Cyber Resilience Act. Et notamment, le dernier que j'ai cité, le Cyber Resilience Act, va exiger beaucoup plus de mesures sur la sécurité et des preuves de sécurité des systèmes informatiques déployés à grande échelle. Pour prendre une analogie, c'est comme pour l'aviation. Au début de l'aviation, il y avait peu de régulation, les gens faisaient comme ils veulent. Et il y a eu des accidents. Et puis petit à petit, les gens se sont dit, en fait, la sécurité d'aviation, ce n'est pas juste une question de la sécurité de quelques consommateurs ou des entreprises, c'est vraiment une question sociétale. Et je pense que l'événement encore plus marquant, ça a été l'attentat du 11 septembre, où on s'est rendu compte que la sécurité dans un avion, ce n'était pas uniquement la sécurité de l'avion qui doit continuer à voler, c'est aussi la sécurité par rapport à des utilisateurs malveillants de l'avion qui pourraient rediriger l'avion à des mauvaises fins. Et donc la sécurité, c'était aussi par rapport à cela. Il faut absolument qu'on développe ce même genre de raisonnement pour les systèmes informatiques qui sont en fait beaucoup plus dangereux que l'aviation ou que les attentats terroristes via l'aviation. C'est en fait mineur comparé, encore une fois, aux chiffres de 6 000 milliards de dollars et donc de coûts pour toute la société, pour des entreprises qui font faillite. Il y a des chiffres qui estiment que 60% des entreprises victimes de cyberattaques finissent par faire faillite dans les 6 mois qui suivent. Donc, c'est vraiment des menaces sociétales sur toute la société. Et pour en arriver à une société beaucoup plus sécurisée, il faut exiger tout simplement beaucoup plus de sécurité de la part des concepteurs des algorithmes, comme on l'a fait au niveau de l'aviation. Tout le cybercrime, c'est un truc encore plus compliqué. Il n'y a pas juste la sécurité, il y a aussi les mauvaises utilisations. Et ça passe par des pénalités, pénaliser les personnes, voire juridiquement, lorsqu'elles commettent des cybercrimes. Mais également, et là c'est beaucoup plus difficile, il faut absolument investir dans les moyens pour détecter les cybercriminels ou les mauvaises utilisations des différentes technologies. Aujourd'hui, les algorithmes les plus influents du web, à mon sens, qui sont les algorithmes de recommandation et de ciblage publicitaire, aujourd'hui, il y a très, très peu de moyens qui sont alloués pour pouvoir contrôler ces algorithmes énormes derrière lesquels il y a des milliards d'investissements. Tant qu'il n'y aura pas des moyens énormes dans des instituts de régulation, comme ça a été le cas dans l'aviation, tant qu'on n'arrive pas à attirer les meilleurs ingénieurs vers des questions de régulation plutôt que les laisser partir chez Google et compagnie, les problèmes de sécurité ou d'audit ou de compréhension des risques seront largement insuffisants. Donc, une des grosses parties, c'est des meilleures régulations, mais c'est aussi beaucoup plus de moyens dans des organismes capables d'assurer la compliance, la vérification que la loi est bien appliquée. Oui, mais deux points, c'est que d'une part, comme tu l'as dit tout à l'heure, les investissements sont colossaux en fait de la part des énormes boîtes, en gros les GAFAM. Et donc du coup, tu vois, dans la vidéo, à un moment, tu cites le chiffre d'1 milliard en fait pour développer ChatGPT si on prend un peu tout en considération.
les États sont aujourd'hui, même coalisés, en fait, sont assez loin de pouvoir mettre ça, donner ce type de budget pour lutter contre la cybercriminalité, parce que hélas, il y a plein d'autres problèmes auxquels ils sont confrontés, même si j'entends ce que tu dis. Alors, je pense qu'il faut être assez intelligent dans la manière dont on investit. En effet, ça coûtera très cher de toute façon, mais il y a déjà des organismes en place qui sont beaucoup plus, qu'on peut un peu plus facilement rediriger vers ces problématiques d'audit. Et notamment, c'est le monde de la recherche publique qui aujourd'hui, il y a une question, la recherche publique souffre un petit peu, mais il y a quand même des moyens déjà énormes qui sont alloués à la recherche publique. Et aujourd'hui, il y a énormément de financements pour la recherche publique qui sont en fait alignés avec les intérêts des grandes entreprises. Typiquement, optimiser des systèmes de ciblage publicitaire ou de reconnaissance faciale, ou ce genre de choses, alors qu'on pourrait se dire que cet argent public serait bien mieux investi dans sécuriser ces technologies et auditer les technologies vraiment déployées à grande échelle. Donc, je pense qu'il y a un travail énorme au niveau académique de repriorisation des tâches des académiques, et ça passe par des systèmes de financement qui favorisent ça, des systèmes de recrutement qui favorisent ça, et ainsi de suite. On a aussi l'impression, mais là je vais te dire un truisme, que en gros le législateur et l'État est toujours à la traîne en fait derrière le développement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, exponentiel des outils développés par les GAFAM. Est-ce que ce retard, tu penses qu'il peut être comblé? Parce que là, tu vois, quand tu dis l'objectif, c'est par exemple de faire des audits, de former les gens à pouvoir auditer ce type de technologie. Mais qui dit audit dit venir après. C'est-à-dire que, en fait, tu es toujours à la ramasse. Et je ne te parle pas du législateur, c'est-à-dire en gros des parlementaires des différents pays qui, eux, vont pouvoir, genre, ils peuvent faire des lois, etc. Mais ça vient toujours après que la technologie ait été développée et déjà peut-être causé du tort. Oui, tout à fait. C'est un des énormes problèmes. Il faut se rendre compte qu'on aura toujours à la traîne. Et qu'en plus de ça, je vais même rajouter une autre chose, c'est le problème de la désinformation à l'échelle scientifique également, de la part de ces entreprises. On sait que c'est très bien documenté dans le cas du tabac et du changement climatique. Il y a, vraiment, il n'y a aucune raison que ça ne serait pas le cas dans le domaine de Big Tech, d'autant que les Big Tech est aussi centralisé et au moins aussi puissant, mais ils ont plus l'avantage qu'on s'en méfie sans doute moins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de la recherche scientifique qui est complètement alimentée financièrement, en tout cas, par Big Tech, et avec pas mal cette idée qu'il faut donner une image positive des technologies, et que du coup, pour eux, ça facilite leur déploiement, bien sûr, ça ramène des chercheurs et ça évite des régulations. Donc, à l'inverse, il faudrait faire beaucoup plus attention à tout ça et faire en sorte qu'on se méfie beaucoup plus de ces entreprises et qu'on soit beaucoup plus en amont. Donc, on ne se dise pas 50 ans plus tard, comme ça a été le cas, comme c'est le cas pour le climat. Il ne faut pas qu'on se dise 50 ans plus tard, ah oui, c'est vrai que oui, il y avait des problèmes avec Big Tech et que Big Tech les a cachés, quoi. J'ai une dernière question, c'est justement, tu parles de désinformation. Ouais, tu as créé une association qui s'appelle Tournesol qui entend justement lutter contre la désinformation et la mésinformation sur Internet. En gros, c'est une association qui, si j'ai bien compris, récolte des données. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Ça récolte des données, pourquoi faire? Qu'est-ce que vous faites avec ces données? Ouais, donc l'idée de Tournesol, c'est vraiment concentré sur les algorithmes de recommandation qui, on pense, sont les algorithmes les plus puissants et plus sophistiqués d'aujourd'hui, beaucoup plus encore que ChatGPT, puisque les algorithmes de recommandation contrôlent vraiment ce que des milliards de personnes regardent chaque jour, encore plus sur TikTok, où les gens cliquent beaucoup moins. Et donc, notre idée, c'est comment est-ce on ferait pour, c'est vraiment une question de recherche à la base, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour gouverner collaborativement et démocratiquement des systèmes aussi influents que les systèmes de recommandation. Donc, l'idée de Tournesol, c'est d'avoir une plateforme où n'importe qui peut créer un compte et exprimer des jugements sur quel contenu devrait être davantage recommandé par l'algorithme de recommandation. C'est vraiment essayer de répondre à la place de l'algorithme sur les dilemmes finalement éthiques auxquels l'algorithme est confronté à longueur de journée.
Et donc ensuite, on collecte des données comme ça de pas mal de contributeurs. Et ensuite, il y a pas mal de questions de sécurité qui se posent pour éviter les trolls, les faux comptes et tout ça. Mais voilà, on a pas mal d'algorithmes qui sont l'objet d'articles de recherche. Et donc l'idée après ça, c'est d'avoir un système de recommandations qui est gouverné de façon collaborative et sécurisée et qui font ensuite des recommandations. Et j'insiste sur le fait que les recommandations ne sont pas à partir de ce qui est populaire, mais à partir de ce que nos contributeurs pensent être d'intérêt public et qui devrait du coup être davantage recommandé. Mais Donc du coup, c'est un c'est quoi? projet de recherche. Oui. C'est des vidéos, des textes, des articles, c'est quoi? Oui, alors c'est n'importe quelle vidéo sur YouTube aujourd'hui. N'importe qui peut dire à telle vidéo j'ai bien aimé, la ramener sur tous nos seuils et dire bah, voilà, je la trouve qu'elle est bien et voilà, ça va contribuer à faire en sorte que ton seuil la recommande davantage. Donc c'est vraiment le principe. Je veux juste insister sur le fait qu'il y a énormément de défis aujourd'hui dans la conception de ces algorithmes et de la plateforme voilà, en termes, sur plein d'aspects et qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'aide. Donc, s'il y a des gens qui veulent travailler sur ou aider des initiatives pour faire des algorithmes qui sont vraiment démocratiques, eh ben, on a toutes sortes, il y a toutes sortes de façons de contribuer au projet, ne serait-ce qu'en promouvant la plateforme. C'est en open source? Le code est open source, la base de données est open, la licence est libre, AGPL Oui, réutilisable, ainsi de oui, suite. c'est peut-être ça. Ce serait ma toute dernière question. Mais c'est ça aussi qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que c'est aussi en open source. C'est-à-dire que toi, tu dis gros alerte danger, cybercriminalité, etc. Or, beaucoup de gens voient dans le fait que c'est open source, contrairement à tout ce qui est fait par les GAFAM, un truc plutôt bienveillant. Enfin, plutôt, on se dit, ah bon, bah, c'est plutôt mieux que Google, en fait, où on ne sait pas quels sont les algorithmes qui régissent l'outil, quoi. Alors, le ChatGPT n'est pas open source, dans le sens où le code n'est pas open, c'est juste qu'il est en open access. Donc, enfin, Ok. on peut lui parler comme ça, mais on ne peut pas disséquer. Et OpenAI est en fait extrêmement opaque par rapport au fond. Enfin, on ne sait même pas qui a noté les textes, qui a aidé à fabriquer ChatGPT. Donc, il y a des vrais problèmes de transparence. Mais tout à fait, il y a aussi des problèmes avec l'open source. Le fait que ce soit open source, ce n'est pas du tout suffisant à en faire quelque chose d'éthique parce que voilà, si on met des arbres de destruction massive en open source, ce n'est pas forcément quelque chose d'éthique. Donc, il y a aussi une réflexion sur comment on protège la conception d'un algorithme de réutilisation malveillante, qui est aussi un sujet important. Eh ben, merci beaucoup, Lé. J'espère que ce que tu dis et finalement les combats que tu mènes sauront être entendus par notamment nos décideurs et nos décideuses publiques ici en France, en Europe, dans le monde occidental et dans le monde en général. Merci beaucoup, Lé. Merci pour l'invitation.